Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes écrivain, vous êtes cinéaste, vous êtes essayiste. Vous avez fait Pourquoi l'Ukraine l'année dernière, en 2022, en juin 2022. Nous en avions parlé sur ce plateau. Vous êtes revenu de la ville de Kherson il y a quelques jours seulement et vous nous réservez votre témoignage ce soir. Vous m'avez dit que vous aviez été particulièrement choqué. Je le répète tout de suite parce que ça m'a frappé. Vous avez déjà parcouru de nombreux terrains de guerre. On va y revenir dans quelques instants parce que j'ai une forme de curiosité évidemment naturelle de savoir pourquoi vous avez été peut-être encore plus choqué que d'autres fois. Mais d'abord peut-être parlons d'un autre pays dans lequel il se passe aussi beaucoup de choses. L'Iran. Vous avez participé à cette rencontre d'Emmanuel Macron avec plusieurs femmes iraniennes et notamment la journaliste irano-américaine Masih Alinejad qui est vraiment une des porte-paroles de ces femmes qui défilent et qui sont extrêmement courageuses, auxquelles on rend hommage très très souvent sur notre chaîne bien sûr. Il y a eu une forme d'incompréhension. Il y a 24 heures, le procureur a dit non, ça y est, la police des mœurs, c'est fini, elle n'existe plus. Et beaucoup de militants iraniens nous ont dit non, c'est pas vrai, c'est une fausse rumeur. Qu'est-ce que vous en savez? Quelle est la réalité des choses? Je crois que les deux sont vrais. La police des mœurs n'est pas abolie. Et Masih Alinejad, notamment, a raison de dire sur son compte Twitter qu'il ne faut pas tomber dans le piège, etc. Mais en même temps, qu'un haut responsable du régime ait éprouvé le besoin de le dire, ça signifie des tas de choses. Ça signifie que le régime est fragile, ça signifie qu'il commence à se diviser et à se fissurer. Ça signifie, même si c'est du lâchage de l'Est, qu'ils essayent quand même de trouver de répondre à la contestation, une issue à l'impasse dans laquelle ils sont. Parce que la réalité d'aujourd'hui, en effet, moi, je suis comme tout le monde, je suis bouleversé par ces images de ces femmes tellement courageuses qui montrent leurs cheveux, qui montrent leur visage, qui prennent tous les risques et le risque de mort. Il y a encore eu 5 condamnations à la pendaison aujourd'hui de gens qui ont fait très peu de choses, qui ont protesté, quoi. Qui ont protesté, voilà. C'est d'ailleurs, je n'ai pas participé à la rencontre avec Macron, d'ailleurs, mais j'ai aidé à ce qu'elle soit possible. Oui, mais je sais qu'il y a eu ce moment très important dans la rencontre d'Alinejad et de Macron, où elle lui a dit ce que le duc de La Rochefoucauld avait dit à Louis XVI. Ce n'est pas une révolte, sire, c'est une révolution. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, c'est une révolution. La vraie révolution, c'est pas c'est un 79 à l'envers. Voilà, c'est un 1979, Khomeini, révolution entre guillemets dans laquelle tant de gens s'étaient fourvoyés. On crut à un moment, des Français voilà. notamment. Mais la vraie révolution démocratique pour les droits, pour les libertés, pour la dignité, pour l'honneur, elle se passe aujourd'hui sous nos yeux. Donc vous êtes malgré tout un peu optimiste? Oui, parce que il me semble, je dis ça avec beaucoup de prudence parce que je n'y ai pas été, mais il me semble que les femmes d'Iran ne remettront plus le voile. Il me semble que ces femmes qui relèvent la tête, qui montrent leurs cheveux, ces mèches de cheveux qui sont comme les mèches d'un explosif qui fait sauter la chape de plomb du régime, ces femmes-là, elles reculeront plus. Je crois que c'est ça qui fait que c'est incomparable avec ce qui a pu se passer en 2019 ou en 2009, c'est que là, il y a un point de non-retour qui est atteint. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, les régimes totalitaires, c'est 1989 pour la chute du mur de Berlin. On croit qu'ils sont éternels, on croit que ce sont des ensembles bien noués, on pense qu'ils sont tellement bien structurés qu'ils résisteront à toute épreuve, et un beau jour, ils cassent. Et plus ils sont justement bétonnés, plus quand ils commencent à se fissurer, ils peuvent en effet craquer. Et il me semble, avec toutes les précautions nécessaires, que c'est ce qui est en train de se passer en Iran. La question, c'est évidemment, est-ce que ça se passera en Russie? On va en parler. La guerre d'Ukraine se poursuit. Vous étiez à Kherson, on va en parler, bien sûr. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est allé dans le Donbass. On va voir les images. Et il a dit « Je suis honoré d'être ici maintenant avec nos défenseurs. Je crois que la prochaine fois, nous nous rencontrerons dans notre Donetsk ukrainien, Lougansk, et je suis sûr en Crimée aussi. » Bon, alors,
Pour les alliés, les Occidentaux, le soutien à l'Ukraine est très clair et très net. Mais est-ce que se dire que l'année prochaine, ils seront en Crimée, est-ce que tous les alliés vont les suivre? Est-ce que c'est une perspective qui n'inquiète pas? Écoutez, que ça les inquiète, c'est leur problème. Mais pour l'instant, c'est à eux de décider. Et c'est ce que les alliés disent d'ailleurs, que ce soit les Britanniques, les Américains ou les Français, ils sont tous unanimes à dire c'est Zelensky qui décide. C'est les Ukrainiens qui ont entre leurs mains le choix décisif de savoir jusqu'où ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent aller jusqu'aux frontières d'avant le 24 février? Est-ce qu'ils veulent aller jusqu'aux frontières de 1991? C'est leur affaire. Alors bien sûr que ça inquiète les chancelleries, oui, mais enfin c'est quand même à Volodymyr Zelensky, à ses commandants et à son peuple de savoir. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un chiffre, un sondage récemment, 86% des Ukrainiens qui, malgré les privations, malgré les morts, malgré le froid, malgré franchement les conditions de vie terribles d'aujourd'hui, qui sont pour, en effet, reconquérir la totalité de l'Ukraine, y compris la Crimée. Voilà. C'est un fait. Alors, et moi, personnellement, je vais vous dire, moi, ça ne m'inquiète pas, ça me rassure plutôt. Parce que je crois qu'une guerre comme celle-là, la seule façon dont on en sort, une guerre de cette ampleur, de cette violence, de cette injustice, de cette absurdité, la seule façon dont on en sort, c'est pas par une cote mal taillée, c'est pas par un arrangement dans un coin de chancellerie, c'est par la défaite claire aux yeux du monde, aux yeux de son propre peuple, de celui qui a déclenché tout ça, c'est-à-dire Poutine. C'est la seule façon. Alors, en attendant, on va réécouter, parce que c'est Emmanuel Macron qui a dit sur TF1 et LCI une phrase qui a quand même froissé les Ukrainiens, les Baltes, les Lituaniens, les pays qui se sentent menacés par la Russie. On va l'écouter, c'était au micro de Marie Chantret. Un des points essentiels qui a d'ailleurs, dans ce que le président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. C'est le déploiement d'armes qui peuvent menacer la Russie. Ce sujet fera partie des sujets pour la paix. Et donc il faut aussi le préparer. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Comment nous protégeons nos alliés et les États membres en donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie, le jour où elle reviendra autour de la table. Ça vous a choqué? Bon, je crois qu'il faut donner des garanties à l'Ukraine. Et aussi à la Pologne et aux États baltes. Vous savez, non, je pense, je termine mon raisonnement de tout à l'heure, les grandes guerres d'agression, les guerres sauvages, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les guerres de Napoléon, ça s'est pas terminé par des négociations, ça s'est terminé par des capitulations. 1918, quelques jours avant l'armistice, le 5 novembre 1918, les Allemands mettent les pouces, demandent que ça s'arrête. Ludendorff envoie un message. Donc oui, mais bon, certains diront que c'est au prix du sang des Ukrainiens aussi, parce que vous êtes bien placé pour savoir que ça coûte très cher. C'est aux Ukrainiens de décider et de le choisir. Mais dès lors qu'ils sont prêts à payer ce prix, pour eux-mêmes et pour nous, parce qu'ils portent les couleurs de l'Ukraine et ils portent les couleurs de l'Europe dans cette guerre-là. Et là, je suis bien placé pour le savoir aussi. C'est ce que je ne cesse d'entendre depuis le 24 février. S'ils choisissent de payer ce prix-là, la moindre des choses, c'est d'être digne d'eux, digne de leur courage et de les accompagner. Et dans ce cas-là, je vous répète, parce que j'entends souvent dire sur les plateaux ou dans les rédactions, les guerres, ça se passe toujours comme ça. Au bout d'un moment, on se met autour d'une table, on négocie. Mais c'est pas vrai. Les guerres de cette sorte, c'est pas qu'on se met autour d'une table, c'est qu'il y a un des belligérants, le responsable et le grand criminel, qui admet qu'il a perdu. C'est comme ça que ça s'est passé en 1945, c'est comme ça que ça s'est passé en 1918, et c'est même comme ça que ça s'est passé après Waterloo. Oui, mais enfin, ça veut dire que vous nous promettez de longs mois encore à venir, parce que Vladimir Poutine, hier, il se promenait sur le pont de Kerch au volant de sa Mercedes, il marchait avec des hommes pour montrer qu'il était toujours là. On aurait dit qu'il passait le permis de conduire, franchement, sur le pont. C'était une scène pathétique. Et si vous mettez les deux scènes en vis-à-vis, Zelensky à Sloviansk,
au milieu de ses commandants, à 20 ou 25 kilomètres du front, brave comme il est, et puis Poutine, engoncé dans sa voiture, on ne sait même pas quand ça a été tourné, les plans sont faits de manière à ce que certains se posent même la question de savoir si... Enfin écoutez, si c'est vraiment lui. Donc aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que l'armée russe, de manière tout à fait surprenante peut-être pour ses chefs, enfin c'est comme ça, elle est défaite, elle est démoralisée, elle ne veut plus se battre. Donc c'est pas certain que ça prenne autant de temps que vous le dites. Vous voyez, c'est pas certain. Alors, on le voyait là, c'est des images de Vladimir Poutine qui marchait sur le pont. Aujourd'hui, on les a reçues après celle d'hier de la voiture. Aujourd'hui, il marchait sur le pont, on les a vus en même temps que vous parliez. Donc bon, c'était lui, en effet. Mais vous dites, c'est pas certain. Vous étiez à Kherson juste au moment où la ville est tombée. Très vite. Un peu après le jour où elle a été libérée. Oui, c'est ça. Elle est tombée aux mains. Où elle s'est redressée. Oui, non, bien sûr. Elle a été reconquise par les Ukrainiens. Voilà. Et donc, c'était une ville symbole. Et c'était pendant. Et je vous dirais que beaucoup de généraux, beaucoup de spécialistes avaient dit ça prendra du temps. Ce sera une ville qui sera minée. Il y aura des batailles de rue. C'est impossible parce que c'est une ville symbole pour Poutine. Et pourtant, les Ukrainiens l'ont reconquise. Pardon, mais vous montrez cette justice, c'était sur ce plateau, avec vous, avec votre confrère Darius Rochebin, où j'ai dit depuis le début l'inverse, pour ce qui me concerne, à savoir que ça ne se passerait pas comme ça. Qu'au contraire, le jour où les choses se décideraient, ça irait très vite. Moi, j'ai toujours pensé cela. Et pourquoi il n'y a pas eu de bataille de rue et pourquoi il n'y a pas eu ce scénario catastrophe? Parce qu'il y avait peu de pro-russes, parce que la ville était patriote ukrainienne et patriote européenne, et qu'elle n'avait pas envie de se soumettre à cet empire russe en reconstitution. C'est tout. Moi, la première chose que j'ai constatée, nous avons, avec Marc Roussel, mon camarade de tournage, on fait un film sur toute cette histoire depuis le début de la guerre. Première chose que nous avons constatée après des foultitudes d'interviews, alors évidemment les gens ne vont pas dire aujourd'hui qu'ils sont pro-russes naturellement, mais enfin l'intensité de cet enthousiasme, de ce sentiment de délivrance, malgré les privations, malgré les jours peut-être un peu sombres qui se préparent, est très exceptionnelle. Il y avait dans le froid, dans la privation, avec peu de vivres qui arrivent, une atmosphère de liesse, une atmosphère de joie, quelque chose d'un Paris ou d'un Naples libéré. On avait vu des images sur la place principale de Kherson avec les drapeaux ukrainiens. Avec des vieilles dames, avec des enfants, avec des militaires, drapeaux ukrainiens, drapeaux des pays alliés. J'ai aussi vu des drapeaux français, d'ailleurs, par parenthèse. Voilà, donc c'est pas... En effet, je vois pas très bien d'où auraient pu venir ces combats de rue. C'est un mythe, ça, l'idée que... Alors, les Russes avaient fait évacuer aussi une certaine population, alors parfois pour les déporter et parfois pour les rapatrier, parce qu'ils étaient pro-russes. Alors, les déportés, ça, ce sont des déportés. Ce sont des enfants, ce sont dont on est parfois, et souvent d'ailleurs aujourd'hui encore sans nouvelles. Et ça, ce sont des crimes, probablement des crimes contre l'humanité. Ils auront à être qualifiés comme tels. Après, avec leurs troupes, sont partis, bien sûr, les collaborateurs principaux, les plus visibles, les mieux connus de leurs voisins. C'est vrai. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu un exode massif de la population de Kherson. Je vous le répète, la ville était peut-être un symbole pour Poutine, c'est possible, dans son aveuglement et dans son ignorance des réalités stratégiques, mais pour les gens de Kherson, c'était un symbole de la demande de liberté de l'Ukraine. Et de l'occupation. Alors, on vous voit sur ces photos dans les rues de Kherson, donc détruites, enfin avec des débris. On vous voit avec des soldats. Racontez-nous, c'était quand, comment ? C'était il y a 15 jours, 3 semaines, peut-être une quinzaine de jours. Nous avons passé donc avec mes camarades, Marc Roussel, Olivier Jacquin, Gilles Herzog, nous avons passé là quelques jours, parfois en faisant la navette avec Pic. En dormant à Kherson ? Nous avons dormi à Kherson, pas toujours, mais... C'était difficile. Ben oui, parce que c'est vraiment une ville qui sort quand même de ce moment d'occupation
en état à la fois de liesse, vous le disiez, mais de commotion aussi. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage du tout, sauf dans quelques maisons ou quelques pâtés de maisons où il y a des générateurs apportés qui commencent d'arriver, mais ça c'est le moment où nous partions, par l'aide internationale. Truc tout bête, mais très important pour les Ukrainiens qui veulent prendre des nouvelles de leur famille, d'enfants dont ils ont perdu la trace. Pas de réseau, pas de téléphone, pas de réseau. La grande antenne, le grand qui organise les communications Internet et autres, a été détruite par les Russes juste avant leur départ. Une espèce d'énorme... Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a du coup cette atmosphère pesante et de grande tristesse, plus le fait, et ça, cela a commencé quand nous y étions, que les Russes, qui sont pas très loin, qui se sont en effet repliés, mais de l'autre côté du Dniepr, donc à 1, 2, 3, 4 kilomètres selon l'endroit, ils ont la stratégie des couards, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas osé l'affrontement direct au corps à corps, mais les missiles de loin, les drones suicides et les snipers, ça c'est l'ordinaire des habitants de Kherson aujourd'hui. Quel récit vous ont-ils fait de l'occupation ? Écoutez, nous avons filmé une chambre de torture. Il y a plusieurs chambres de torture, je crois. Il y en a une, en tout cas, que nous avons documentée très, très précisément. Les chambres, ces chambres-là, il y en a 3, et puis des témoignages. Et les récits sont terribles, parce que c'était le moindre suspect de patriotisme ukrainien, le moindre suspect de donner des renseignements aux troupes ukrainiennes qui étaient 20 ou 25 kilomètres plus loin, était minimum passé à tabac, électrocuté, torturé, avec parfois des tortures qui allaient au bout de l'avilissement d'une femme ou d'un homme. Voilà. Donc ça... Nous avons ces récits, nous les avons enregistrés, ils seront en partie dans ce film et ils seront à la disposition plus tard de qui voudra. Mais c'était une occupation barbare, voilà. Et c'était, je ne sais même pas comment d'ailleurs les responsables russes ou leurs intellectuels ou les gens du Russia One ont pu croire une seconde à leur fable d'un Kherson symbole qui n'attendait qu'eux, parce qu'ils savent, eux, que ça marchait à la torture, à la trique et parfois aux exécutions. Et les collaborateurs, ça existait comme on l'a vécu en France ? Oui, ça a existé. Je pense que certains d'entre eux, comme nous le disions tout à l'heure, sont partis, comme en France d'ailleurs, dans les fourgons de l'occupant. Ça, c'est probable. Il en reste certainement. Ce que je n'ai pas vu et ce qui me semble alors... par rapport à quoi il faut être très prudent, je n'ai pas vu ces scènes dont on nous parle sur les réseaux sociaux de collaborateurs maltraités par les Ukrainiens, lynchés ou humiliés. Moi, j'ai vu le contraire. Nous avons vu et nous avons filmé, par exemple, une interpellation d'un possible collaborateur, un contrôle d'identité, mais bon, voilà, ça s'est passé de la part des Ukrainiens. Mais vous n'êtes pas naïf, vous savez que c'est presque humain. Enfin, je veux dire, c'est... Eh bien, oui, c'est presque humain, sauf qu'il arrive que l'humanité progresse un peu, qu'elle apprenne les leçons de l'histoire. Et moi, je suis frappé, depuis le début de cette guerre, par la grandeur de ce peuple ukrainien et le plus souvent de leurs soldats, franchement. Par leur dignité, par leur grandeur, par leur volonté de mener une guerre de résistance et de libération, mais civilisée, sans utiliser les méthodes de l'adversaire. Vraiment, et ça, c'est... Alors, il y a une grande opacité sur le fonctionnement de l'armée ukrainienne et les actions de l'armée ukrainienne, honnêtement, y compris quand moi j'ai interviewé une journaliste ukrainienne très formidable de Kiev Independent qui dit oui, notre travail de journaliste, c'est aussi de pouvoir déjouer la censure militaire, c'est logique. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne suis pas journaliste et je suis peut-être un mauvais observateur, mais enfin, j'ai eu, depuis le début mars, de la part des Ukrainiens, tous les accès que je souhaitais, que ce soit à Izium, à Liman, aujourd'hui à Kherson. Je n'ai jamais eu le sentiment d'une censure et j'ai eu le sentiment d'être face ou
ou pendant quelques jours à l'intérieur d'une armée européenne et civilisée, pas si opaque que ça. Je ne suis pas d'accord. Comment ils expliquent les militaires ukrainiens leur reconquête, justement, de Kherson? Il explique par une raison simple. Vous en avez rencontré, vous avez rencontré les soldats qui sont rentrés. J'ai rencontré les soldats qui sont rentrés, j'ai rencontré certains de leurs officiers, j'ai rencontré le commandant de la région sud, et puis j'ai rencontré des soldats, bien sûr, de base. Ils expliquent, ils s'en attribuent peut-être une part du mérite, naturellement. C'est vrai qu'ils sont courageux, c'est vrai qu'ils sont déterminés, c'est vrai qu'ils savent, contrairement aux Russes, pourquoi ils se battent, hein, Mais une grande partie de l'explication, elle tient au fait que les Russes ne se battent plus, se battent de moins en moins, que toutes les informations que les Ukrainiens ont et que j'ai pu recueillir grâce à eux, à travers eux ou à travers d'autres moyens, attestent de cela. Nous avons filmé, par exemple, une scène vous savez que les Ukrainiens ont mis en place une hotline qui s'appelle « Je veux vivre », où un candidat à la reddition se signale sa position, donne sa position GPS et se rend. Nous avons eu la chance, vous voyez qu'ils ne sont pas si opaques que ça, de pouvoir filmer un événement de ce genre, une reddition d'un petit groupe de soldats russes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était pas l'armée rouge à Stalingrad. Hein. C'était des pauvres gars qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient là, qui n'avaient sans doute jamais compris depuis le jour de leur incorporation quelle était cette guerre folle qu'on leur faisait mener, et puis qui n'avaient aucune raison de mourir pour Vladimir Poutine. C'est ça que nous avons vu. Pardon ? Il le disait ? Oui, il le disait, et puis cela se sentait. Et là encore, d'ailleurs, autre chose que j'entends souvent dire, l'armée russe, héritière de l'armée rouge, héritière de la Grande Guerre patriotique qui a vaincu Hitler, etc. On dit souvent ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces valeurs-là, les valeurs de courage qui ont fait qu'on a vaincu Hitler en Union soviétique, elles sont beaucoup plus chez les Ukrainiens. C'est là qu'on les trouve beaucoup plus que dans l'armée russe, qui a un mauvais commandement, qui n'a pas de chaîne de ravitaillement, qui est pas armé. Enfin, vous savez tout ça, vous l'avez dit si souvent sur votre plateau. Donc pourquoi est-ce que les Ukrainiens ont pris Kherson ? Parce que tout simplement, les Russes n'étaient plus en état de la tenir. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, dans cette ville, mais dans le reste ? Comment vous voyez la suite des événements ? Vous le disiez tout à l'heure, vous avez l'impression que finalement, la guerre pourrait se finir plus vite que ce qu'on pense ? Moi, ce que je pense encore une fois, c'est que la seule façon pour l'Europe, pour la région, pour l'Europe et pour le monde, de faire un petit pas vers la paix, c'est en effet de renvoyer l'armée russe dans ses casernes initiales. Je ne crois pas qu'une guerre de cette ampleur puisse se dénouer sans la capitulation de l'agresseur, premièrement. Deuxièmement, quoi que disent les Poutine, l'état-major, il n'acceptera jamais, ainsi de suite, c'est pas lui qui décide. Ce qui décide, c'est le terrain, c'est les soldats, c'est les Russes de base qui, à un moment donné, vont de manière encore plus massive que ce qu'on a vu jusqu'à présent, retrait de Kherson, le nombre immense, 300, 400 000, peut-être 500 000 de déserteurs qui ont franchi les frontières. Donc on va voir une espèce d'implosion de l'intérieur. Il y a en même temps, par exemple, à Bakhmout et dans le Donbass, il y a quand même l'agression extrêmement violente de la milice Wagner qui est très coûteuse en hommes. Où nous étions aussi et que nous avons filmé. À Bakhmout, c'est quoi ? C'est une ville fantôme avec à l'extérieur de la ville les gens de Wagner, enfin c'est pas encore l'armée russe, hein, Prigojine n'a pas encore fait son coup d'État, qui bombarde là encore de loin. Mais il n'y a pas de, pour l'instant, à l'heure qu'il est, il n'y a pas de combat. Le seul endroit où, à notre connaissance, hein, j'ai rendu compte de tout ça vaguement sur mon compte Twitter, avec de temps en temps des informations au fil de nos tournages. Le seul endroit, c'est à Koroviar, c'est-à-dire au-delà de Liman. Là, en effet, il y a des unités russes qui se sont battues contre un bataillon ukrainien, le bataillon Karpatian-Sich. Mais à part ça, il y a, je crois, de plus en plus de signes qui montrent que l'armée russe est en train vraiment de se décomposer. Et face à ça, vous avez des soldats ukrainiens épuisés, qui subissent des pertes terribles qu'on ne connaît pas exactement, et qui néanmoins
gardent cette vaillance, vaillance triste, amère, parce que la guerre, c'est jamais gai, et parce qu'ils sont les premiers à dire que ce qu'ils voient et ce qu'ils font est horrible. Mais enfin, ils ont cette bravoure extrême qui, à l'arrivée de l'arrivée, est, je crois, la clé du dénouement d'une guerre de ce genre. Merci beaucoup. Merci Bernard-Henri Lévy d'être venu sur notre plateau.